RTVMC Première. Christiane Terrier, bonjour. Bonjour Michel. Christiane Terrier, historienne qu'on connaît bien sur cette antenne, bien sûr. Merci d'être avec nous ce matin. Vous animez ce soir au Congrès une conférence sur les origines de notre vie politique, ici en Calédonie. C'est dans le cadre des 130 ans de l'institution qu'est le Congrès du territoire, un congrès qui a commencé sous un autre nom, Christiane Terrier. Et oui, ça s'appelait à cette époque-là le Conseil général. Comme finalement le Conseil général de métropole, bien évidemment. Oui, dans les départements. À l'époque, on calquait tout ça. Tout à fait, qui était donc un petit organisme, qui existe encore maintenant dans les départements, qui permet justement donc d'avoir une représentation à ce niveau-là. On l'appelle d'ailleurs désormais le Conseil départemental, justement pour éviter confusion. En 1885, on a bien sûr copié les institutions qui existaient en métropole. C'était le premier conseil général, vous l'avez dit, mais la vie politique était sans doute bien différente à 20 000 kilomètres. On a un quart d'heure pour détailler tout ça. Christiane Terrier est notre invitée. Vous pouvez, comme d'habitude, lui poser, vous aussi, vos questions. Le 258 est à votre disposition. Allez, Christiane Terrier, je vais vous demander d'actionner la machine à remonter le temps. On va même remonter avant 85 et cette première assemblée. Et tiens, même avant 1853 et la prise de possession de la Calédonie par la France. Il y avait déjà des colons, des missionnaires, depuis quoi 10 ans? Depuis une dizaine d'années. En fait, tout a commencé notamment avec les missionnaires protestants, ceux qu'on appelle les teachers, à partir de 1842 aux îles Loyauté. Et il y avait aussi à peu près à la même époque quelques, des marins en fait, qui fréquentaient... Des baleiniers, des santaliers. Bien sûr, mais ça représentait très très peu de monde, mis à part bien sûr la population kanak, dont il faut rappeler qu'elle avait ses institutions. Donc, d'une certaine façon, les chefferies, bien sûr, sont des institutions qui avaient bien sûr leurs règles de fonctionnement, qui étaient un petit peu différentes entre les îles Loyauté et la Grande Terre, mais elles existaient et elles organisaient donc la société kanak. La société kanak très organisée. La société de ces colons, c'était quoi? Far West pour eux? Alors, au début, après la prise de possession, l'élément qui va être rapidement décisif, c'est l'arrivée en 1864 du premier convoi transporté. Et on peut dire que, en gros, jusqu'en 1885, vraiment, la force dominante, c'est l'administration pénitentiaire. Et bien sûr, l'administration pénitentiaire, c'est pas une administration démocratique. C'est la raison pour laquelle ceux qu'on appelle les colons libres, c'est-à-dire ceux qui sont venus librement, qui ont accepté ou qui ont choisi de rester en Nouvelle-Calédonie. Alors, qui sont-ils d'ailleurs ces gens-là? Ce sont soit des soldats, par exemple, qui ont été démobilisés sur place, soit des colons anglo-saxons, qui, à partir de l'Australie, par exemple, après la ruée vers l'or, sont venus en Nouvelle-Calédonie. Ça peut être aussi, des Français installés en Australie qui ont entendu parler de la Nouvelle-Calédonie. Enfin, bref, ça fait quand même pas grand monde. Mais ces personnes, principalement concentrées à Nouméa, demandent depuis très longtemps de bénéficier d'une instance représentative à l'image de ce qui existe notamment dans ce qu'on appelle les vieilles colonies. Vous savez, les vieilles colonies, c'est celles qui sont devenues après des départements d'outre-mer, c'est-à-dire la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la Guyane. Et donc, comme ces colonies-là ont un conseil général, eh bien, les colons de Nouvelle-Calédonie, alors on appelle colons à ce moment-là justement les colons libres, puisqu'après, on va distinguer les colons libres et les colons pénaux. Les colons libres réclament par plusieurs pétitions au ministère des colonies de pouvoir avoir un conseil général, ce qu'ils obtiennent donc en 1885. Et avant ce conseil général, est-ce qu'on avait déjà voté ici en Calédonie? Non. Non. Même pas pour un maire. Alors, si, voilà. Non, pas au niveau général de la Nouvelle-Calédonie, mais au niveau de la ville de Nouméa, puisque, Nouméa est instaurée en tant que commune de plein exercice, parce que, donc en 1879, donc à ce moment-là, on vote pour la première fois
au suffrage dit universel, mais ensuite je vais bien préciser qu'au fond, ce suffrage universel est très très limité à ce moment-là. On va mettre beaucoup de guillemets là-dessus. Voilà, on va mettre beaucoup de guillemets. Et donc, pour en finir, en ce qui concerne Nouméa, il faut savoir que dès 1859, en fait, la ville avait été dotée d'un conseil municipal, mais celui-ci était nommé. Donc, il y a une première petite expérience de conseil municipal nommé entre 1869 et 1870. Le gouverneur choisit à ce moment-là d'y mettre fin. Et en 1879, après d'autres épisodes sur lesquels j'insiste pas, on en vient finalement à une première élection donc au suffrage, qu'on dit à cette époque-là universelle, mais justement, il est loin de l'être. Alors, dites-nous qui votait à cette époque avant 1880. Eh bien, très peu de monde en fait. C'est-à-dire que si on calcule à peu près le pourcentage, ça doit représenter entre 2 et 3% de la population. Population de la Nouvelle-Calédonie qui était à peu près d'environ 80 000 personnes. Et donc les exclus étaient de loin les plus nombreux. Alors, justement, quels étaient ces exclus ? Eh bien, d'abord, c'est une période, donc si on se situe par rapport aux citoyens, donc ceux qui peuvent voter, ceux qui sont déclarés citoyens, ce sont les gens d'origine libre, des hommes qui ont plus de 21 ans. Et des hommes, bien sûr. Et des hommes uniquement. Donc ça veut dire que les femmes, bien sûr, sont exclues du droit de vote, puisqu'on vient de célébrer là les 60 ans de l'accession des femmes au droit de vote, les femmes n'ayant pu voter, l'ayant eu en 45 et n'ayant pu voter qu'à partir de 1946. Donc on écarte déjà toute cette population. Ensuite, la masse la plus importante, bien sûr, c'est la population kanak, qui est considérée comme indigène, qui bénéficie, je ne sais pas si le terme est très heureux d'ailleurs, donc est qualifiée de population indigène et bien sûr qui donc n'est pas considérée comme devant voter. Et puis autre élément important de la population à ce moment-là, donc c'est la population pénale, donc c'est l'essentiel de la population européenne à ce moment-là, et cette population est déchue de ses droits civiques. Donc elle est aussi exclue du droit de vote. Donc ça fait vraiment un nombre extrêmement restreint. Environ 1800 personnes. C'est donc, à peine 2000 personnes qui ont finalement élu le premier conseil général de la Nouvelle-Calédonie. Parfaitement, Michel. C'était le 2 avril 1885. Le premier président, le président de la République de l'époque, là, Jules Grévy, il avait finalement accédé à cette demande de la population locale. Pour quelle raison, d'après vous ? Alors, entre nous, je ne pense pas que les choses étaient remontées jusqu'à Jules Grévy pour des raisons diverses et variées. D'abord, il ne faut pas oublier, si vous voulez, que les présidents de la Troisième République sont en plus un rôle représentatif qu'un rôle, disons, d'action directe. C'est le président du Conseil, en fait, qui est vraiment, qui suit les affaires. Et en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, qui est une colonie, somme toute, très modeste, à cette époque-là, c'est principalement le ministère des colonies qui a instruit le dossier, dans le cadre d'ailleurs d'échanges fréquents avec les gouverneurs de l'époque, qui, entre nous, n'étaient pas du tout enthousiasmés à l'idée d'accorder donc le droit de vote à cette partie de la population. On a des courriers nombreux, notamment d'un gouverneur qui s'appelait Amédée Courbet, qui carrément avait donc fait part au ministère donc de ses doutes complets sur le fait d'associer cette population qu'il qualifiait de batailleuse, d'ombrageuse, et dont il disait que ça allait compliquer sérieusement l'affaire des gouverneurs. Au fond, pour eux, ça aurait été plus simple, si vous voulez, d'être seul à décider, bien sûr. Quand il faut partager le pouvoir, c'est toujours bien plus compliqué. Christiane Terrier, 258, si vous aussi vous souhaitez lui poser des questions. C'était quoi les préoccupations de l'époque, Christiane ? On se bagarrait sur quelles idées ? Alors, ça peut paraître étonnant, à la lumière des débats politiques actuels et surtout des fractures actuelles. Eh bien, la grande fracture politique qui va très vite se manifester au sein de ce Conseil général, c'est celle qui va opposer ceux qu'on appelle les cléricaux, aux anticléricaux qui s'appellent eux plutôt les républicains. Alors ça paraît très étonnant finalement cette fracture politique, mais c'est une fracture politique qui reprend le grand débat politique en France à la même époque, qui porte sur la question de la laïcisation de la société.
Alors pourquoi cela? C'est vrai, ça peut paraître de nos jours fort étonnant. Laïcisation de la société, je me permets de l'évoquer par rapport à la France, qui va s'achever avec la fameuse loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Alors, en fait, le débat était porté un petit peu là-dessus, si vous voulez, en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi? Parce que les églises, parce qu'il ne faut pas oublier l'église protestante, mais qui était cantonnée à ce moment-là aux loyautés, l'église catholique était extrêmement puissante, peut-être aussi à cause du fait que finalement on avait peu de moyens pour administrer l'intérieur de la colonie. Donc, au fond, qui représentait la présence française la plupart du temps, donc c'était cette Église catholique. Mais cette Église catholique, bien sûr, elle était très présente auprès notamment des tribus. Et donc, il va très vite se dégager une majorité au sein du Conseil général, donc de gens qui sont républicains et qui voudraient notamment, par exemple, que les écoles, que l'enseignement échappe à l'Église catholique, parce que, bon, ils accusent, si vous voulez, celle-ci de dominer les esprits. Et une des premières mesures que va prendre ce Conseil général, c'est justement la création, la laïcisation des écoles, parce qu'en fait, les premières écoles qui avaient été créées en Nouvelle-Calédonie, ce sont des écoles où il n'y avait que des religieux ou des religieuses pour enseigner, et notamment à Nouméa, parmi les premières décisions qui vont être prises, et ensuite sur l'ensemble de la colonie, c'est la volonté de laïciser en fait ces écoles. On va se tourner du côté du Standard. Thierry est avec nous ce matin avec sans doute une question. Bonjour Thierry. Bonjour, excusez-moi, je voulais poser une question à une historienne. Allez-y, on vous écoute. Oui, voilà, parce que moi, vous êtes une historienne, madame, et puis il n'y a pas longtemps, là, pour les centenaires de, comment on appelle là, la première guerre, là. Oui, moi, c'est pour revenir à la chasse aux volontaires qui a été entreprise, voilà, ce siècle-là, là, pour enrôler les Mélanésiens, là, les Kanaks, voilà, comme je disais à l'époque, c'est toujours dit aujourd'hui, Kanak, moi, je suis pas tellement pour le mot Kanak, quoi. Bon, voilà, la question n'est pas là, mais voilà, moi, je suis pas d'accord, je m'en veux un peu à vous, les historiens. C'est toujours en train de rester dans le sens du poil quand vous racontez vos histoires. Là. Par exemple, vous relatez les faits du temps, vous dites jamais des vérités qu'il faut dire. Par exemple, moi je dis que c'est la chasse aux volontaires. Voilà, c'est le mot il veut bien dire tout. Quoi, hein. Il n'y a pas eu de volontaires. C'est des trucs, c'est l'atmosphère de l'époque. Quoi, hein. Code de l'indigénat, code de capitation, le canard était réduit à zéro. Quoi, c'est considéré comme un animal de cirque. Et puis qui était cantonné dans les machins, et puis quand la France elle était en problème et il a besoin de pas de bras cassés comme des vrais bras quoi. Tout à fait. Il est venu chercher les Mélanésiens costauds comme des robustes qui mangeaient beaucoup d'igname quoi, puis voilà bien robustes. Tout à fait Thierry, on comprend votre sentiment. Ça on reviendra sans doute dans d'autres conférences en plus, qui vont parler après la vôtre ce soir, Christiane, de la suite de l'histoire et sans doute de ces épisodes. Oui, parce que si vous voulez, moi, donc ma conférence va s'arrêter à la Première Guerre mondiale. En plus, là, j'ai travaillé plus sur ce Conseil général. Simplement, je voudrais dire, monsieur, si vous voulez que c'est un peu injuste d'accuser les historiens, si vous voulez, de dire des faussetés, enfin des choses qui ne sont pas vraies, parce que il semblerait, enfin moi je suis pas du tout spécialiste de la Première Guerre mondiale, mais il semblerait, de ce que je sais, si vous voulez, que s'il y a des gens qui ont été recrutés de force, il y a aussi des gens qui ont choisi volontairement, peut-être sous pression, par exemple des chefferies, de participer à ce conflit. Mais là-dessus, c'est tout ce que je peux dire, parce que si vous voulez, vous savez, l'histoire c'est vaste, et là c'est pas le sujet sur lequel j'ai travaillé. La prochaine conférence, ce sera au mois d'août sur l'évolution du Conseil général durant les 2 conflits mondiaux, justement. Ce ne sera pas vous, Christiane. Voilà, tout à fait, parce que je suis pas spécialiste de cette période, en fait. Et puis, la dernière conférence, en septembre, elle évoquera la période contemporaine de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Merci, Christiane Terrier, d'avoir été des nôtres ce matin. On vous retrouve tous les mardis sur notre radio, de 18h15 à 13h. C'est Terre d'Histoire et de Partage. Michel, merci de m'avoir invité.